Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Thibault, écrivain. Bonjour. Bonjour. Le 8 septembre, votre livre Le Grand Foutoir, les dérives du football expliquées en 15 matchs aux éditions Solar, coécrit avec 17 autres personnes, est sorti. Donc, dans ce livre, on retrouve la plume de journalistes, d'essayistes, d'universitaires, mais aussi d'écrivains. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir des gens issus de formations différentes pour écrire ce livre? Oui, il nous semblait important de mêler un peu toutes les plumes. Chaque plume a écrit avec sa propre sensibilité, son propre regard sur le football, un regard qui peut être sensible, un regard qui peut être plus universitaire. Il était important de mêler toutes les analyses et toutes les perceptions qu'on peut avoir autour du ballon rond et de son évolution depuis quelques décennies. Comment ce projet de livre il a vu le jour? Est-ce que ça résulte d'une volonté commune d'écrire un livre ou vous vous êtes dit il faut écrire un livre et vous avez cherché des gens autour de vous pour vous accompagner dans le projet? Oui, à l'origine, moi j'avais l'idée d'écrire sur des matchs de football et d'en faire un matériau littéraire. Alors l'idée s'est affinée au fur et à mesure et la question de la fuite en avant du ballon rond, la question des dérives s'est peu à peu imposée à moi. Et donc à partir de ce constat-là, on a essayé de réunir une équipe d'écrivains et d'écrivaines pour imaginer un livre ambitieux, documenté sur l'industrie du football à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar. Comment vous avez fait pour regrouper 18 personnes et surtout les faire écrire en même temps et dans le même livre? Au niveau de l'organisation, ça n'a pas été trop compliqué? Alors un livre collectif, c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Le temps éditorial est assez long. On y va petit à petit, on y va avec une connaissance, deux connaissances, trois connaissances. Moi, j'ai pu être aidé aussi par Pierre Lubas, qui est écrivain et journaliste, qui habite à Bernay, qui est un copain. Donc effectivement, ça s'est fait au fur et à mesure. Après, c'est beaucoup de coordination. J'ai co-dirigé le livre avec Michael Correa, qui est journaliste à Mediapart, qui avait écrit un très beau livre sur le football précédemment. Et donc voilà, on s'est organisé à deux pour essayer de rendre la chose possible. Et vous, personnellement, quel a été votre rôle dans le projet? Sur quoi est-ce que vous vous êtes penché personnellement? Alors moi, j'ai eu un rôle de directeur d'ouvrage, un rôle que j'ai partagé avec Michael Correa. J'ai assuré la coordination éditoriale du projet, j'ai assuré le projet en lui-même, disons sa conduite. Et puis j'étais aussi chargé de relations avec l'éditeur, voilà, presque au quotidien, pour que le projet se fasse. Donc ça a été un gros travail qui a duré entre l'idée et le manuscrit. Disons que ça a duré à peu près 2 ans. C'est un bon bout de temps. Donc ce livre, je le rappelle, Le Grand Foutoir, les dérives du football expliquées en 15 matchs, est paru le 8 septembre dernier aux éditions Solar. Il explique, à travers l'exemple de 15 matchs, à la fois mythiques, méconnus et oubliés, les thématiques qui bouleversent le football et son industrie mondialisée. Sans dévoiler le contenu, on peut retrouver quoi comme affiche? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Alors, vous l'avez dit, il y a des matchs extrêmement connus qui ont été documentés par le passé. Il y a Valenciennes-OM, notamment dans les années 90. Il y a aussi le match de Liverpool-Nottingham Forest, qui a été une catastrophe sur le plan humain. Et puis, il y a d'autres matchs moins connus. Moi, par exemple, je me suis concentré sur le match qui opposait le Red Star à Valenciennes en 1968, puisque c'était le premier match où on pouvait voir apparaître un sponsor publicitaire sur les maillots. Donc on a voulu concilier les matchs mythiques et les matchs moins connus. Et donc, ce livre, il parle de football. Il est destiné au grand public ou uniquement à des passionnés, des connaisseurs? Non, non, on a voulu qu'il trouve un public le plus divers possible. C'est pour ça qu'on a voulu mêler plusieurs plumes, des journalistes, des essayistes, des écrivains. Nous avons de très belles plumes dans ce livre. Je peux penser à Bernard Chambaz, à Vincent Deluc, à Pierre Lubas. Puis je ne vais pas tous les citer, mais ils sont vraiment réputés pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ont apporté au monde du football. Donc on a voulu que le livre puisse parler à tout le monde. C'est pour ça que les thèmes sont à la fois très ciblés, mais aussi assez larges. Et le but, effectivement, ce n'était pas de faire un brûlot contre le monde du foot, mais d'ouvrir le champ des possibles pour essayer de se réconcilier avec ce football qui fait
de plus en plus mal, en tout cas, si on l'aime comme moi je l'aime. Et donc, dans ce livre, on retrouve 15 matchs qui sont expliqués. Comment s'est fait le choix de chaque match? Est-ce que le groupe, les 18 auteurs, se sont concertés pour choisir, pour dire on va parler de ce match, ou chacun s'est dit j'ai envie de parler de ce match, donc j'écris sur ce match? En fait, plutôt que le match, on s'est d'abord concentré sur le thème qu'on devait traiter. Donc, il y a 15 chapitres, 15 thèmes, 15 dérives de l'industrie du foot. Et en fait, le thème a été premier, et par rapport au thème, après, les matchs ont été ciblés. Il n'y a pas eu de télescopage entre les auteurs. Chacun a pu choisir aisément un match qu'il voulait traiter. Donc ça s'est fait assez simplement. C'est la meilleure façon d'écrire un livre pour dénoncer cette industrie mondialisée qu'est le football? Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure façon. En tout cas, ça a été notre manière de faire. Toutes les dénonciations sont possibles et souhaitables. Nous, on a souhaité faire un livre parce qu'un livre, ça permet de s'inscrire dans le temps long. On souhaitait faire un livre qui était ambitieux, qui puisse durer et qui puisse interpeller au final les instances et les fans de foot. Qu'est-ce que vous dénoncez précisément dans ce livre? Alors, on dénonce la fuite en avant du football. On dénonce... si vous voulez, tout ce qui ne tourne plus rond, selon nous, dans cette industrie-là. L'industrie, depuis une trentaine d'années, subit une accélération de ces méthodes. Il y a des dérives qui, évidemment, existaient avant. Nous ne disons pas que le football était mieux avant. Nous constatons simplement qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un état de saturation sur plein de choses. Et donc, on voulait faire ce constat-là. Je vais vous faire réagir maintenant sur une phrase qui a tourné sur les réseaux sociaux, qui est devenue connue. C'est une phrase qu'a prononcée Kylian Mbappé. Le football, il a changé. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase? Est-ce que Kylian a raison ou pas du tout? Oui, le football a changé. Il a changé quelque part de nature depuis qu'on fait entrer la technologie dans le jeu du foot. Effectivement, on n'a plus les mêmes matchs. L'arbitrage vidéo change le rythme des matchs. Il les saccade. Le foot, qui est un jeu sur surface presque jamais arrêté, devient un jeu où les gens s'arrêtent, où on attend la décision arbitrale. Oui, le jeu change. Le jeu change aussi parce que l'industrie évolue. L'industrie s'est libéralisée. Dans les années 90, il y a eu une grande dérégulation du marché autour du football, que ce soit pour les joueurs, que ce soit aussi aujourd'hui, on peut le constater dans la multiplication des matchs. Autrefois, quand on écoute mon père, la génération d'avant, en fait, le football était une gourmandise. C'était quelque chose qui passait quelques fois à la télé et c'était un événement familial. Aujourd'hui, il y a du foot tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui pose question. On est passé d'un état de gourmandise à une forme d'overdose. Donc, oui, le football a changé. À nous d'en prendre conscience et aussi de le dénoncer quand on pense que ça ne va plus. Dans votre livre, vous parlez de capitalisme financier, de politique de sécurité et de technologie, entre autres. Pour vous, tous ces univers nous éloignent de ce qu'est réellement le football? Alors, je ne sais pas si le foot a déjà été quelque chose en soi. Je crois profondément que le football n'a jamais été pur. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une posture qui consiste à dire que le foot était mieux avant. Le foot a toujours été un terrain de lutte, à mon sens. Dès le 19e siècle, si vous voulez, il y avait des scandales de mœurs, il y avait des bagarres entre supporters et policiers, il y avait de la publicité autour des terrains. Donc, si vous voulez, on est plutôt, pour certaines dérives, sur une amplification et sur un visage différent qui correspond à l'évolution de notre économie et de notre société. Avec la Coupe du Monde au Qatar, c'était vraiment le bon moment pour publier ce livre. Vous l'avez dit, ça faisait 2 ans que vous travailliez dessus. Ça tombe au bon moment? Oui, c'est le bon moment parce que la Coupe du Monde au Qatar représente un petit peu tout ce qui ne va plus dans le football. Ça coche toutes les cases de l'aberration et de l'ignominie sur le plan humanitaire, social, écologique et économique. Après, on a tendance à tomber à bras raccourcis sur le Qatar, mais toutes les Coupes du Monde ont été un petit peu scandaleuses dans leur préparation, dans leur attribution, dans leur déroulement. Là, on cumule, quoi. Voilà. Mais il ne faudra pas oublier qu'en 2026, il y aura une Coupe du Monde sur 3 pays, sur un continent entier, avec encore plus d'équipes qu'aujourd'hui. Donc, ça va être tout simplement un massacre écologique. Merci Sébastien Thibault d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez sorti un livre, Le Grand Foutoir, les dérives du football expliquées en 15 matchs, aux éditions Solar, qui est sorti le 8 septembre dernier. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet ou application Radio Sensation.